Alors voilà, première question, et je vous invite à mettre vos réponses dans le chat du groupe. Là, vous voyez, Nicolas vient de nous écrire. Ben là, vous pouvez mettre la réponse. Qu'est-ce que vous voyez sur cette page? Qu'est-ce qui saute à l'œil quand vous regardez cette page? Quand on montre cette page et quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils voient, très très souvent, statistiquement en tout cas, l'œil il est attiré par quoi? Par le résultat faux. Vous voyez, 3 plus 12 ne donne pas 14 mais 15. Il y a une erreur. Et en fait, le fait de repérer l'erreur, c'est quelque chose d'extrêmement humain. Ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Et c'est ce qu'on appelle, et on est équipé de ce mode de fonctionnement dans notre être, dans notre cerveau, et ça s'appelle le biais de la négativité. En fait, très facilement, je vais vous montrer une définition simplement, mais très facilement, on va repérer les aspects de nature négative plus rapidement, et ils ont un impact sur nous, sur notre état d'âme, sur nos émotions, beaucoup plus important que des faits qui seraient neutres ou positifs, par exemple. Donc, d'autres mots, quelque chose de positif, un impact moindre sur mon comportement, sur ma manière de réfléchir, sur ce que je vais faire, qu'un événement de la même portée émotionnelle, mais qui est négatif. Le négatif, il prend le dessus sur les aspects positifs. Alors, pourquoi est-ce qu'on est équipé de ceci? Je vais vous faire une petite leçon d'histoire, raconter une petite histoire. Et je vais vous parler de Lucie. Lucie, elle a vécu, c'était une jeune femme préhistorique, a vécu il y a très longtemps. Et ce matin, avant de sortir de sa grotte, Lucie, elle s'est dit, mais tiens, j'ai envie de laisser mon empreinte sur le mur de ma grotte. Pour faire ça, elle s'est dit, il me faut une branche, j'ai besoin de l'aide d'une branche ou quelque chose qui soit comme un bâton pour pouvoir faire mon œuvre d'art. Et elle voit quelque chose qui ressemble à cette branche. Et elle s'est dit, tiens, c'est assez long, c'est assez épais. Est-ce que ce serait ce dont j'ai besoin? Mais en regardant, elle se dit, mais est-ce que c'est peut-être un serpent? Parce que ça pourrait aussi être un serpent. Bah, elle se dit, mais Lucie, arrête de te faire prendre par ton biais de la négativité, sois un peu positive et essaye de pas toujours peindre tout en noir ou de voir que l'aspect négatif des choses. Donc, elle se dit, non, ça doit être un bâton. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le bâton. Elle prend en tout cas ce qu'elle pense être un bâton. Et je vais vous dire, ce jour-là, Lucie, elle n'est pas sortie cueillir ses fruits, ses baies, parce qu'elle est morte après avoir été mordue par un serpent venimeux. Voilà, c'est comme ça, c'est une petite histoire, c'est juste anecdotique, mais c'est une petite histoire pour vous expliquer comment nous sommes arrivés à avoir ce biais de la négativité, comment ça se fait que face à deux interprétations, on va privilégier l'interprétation négative. C'est une question de survie, c'est que l'homme primitif avait besoin de protéger sa vie et il était plus favorable donc d'interpréter de manière négative l'information qu'il recevait et donc de prendre des décisions par rapport à ça. S'il se trompait, rien de grave, alors que se tromper, si on a une interprétation positive d'un événement, c'est-à-dire comme dans le cas de Lucie, elle s'est dit non, c'est un bâton, je vais arrêter d'être négative, et elle prend, là il y a un risque vital effectivement, et donc c'est quelque chose qu'on a essayé d'éviter en tant qu'être humain. Donc, un logiciel bien installé chez nous, ce biais de la négativité, mais l'être humain et l'évolution, ce qui est un petit peu embêtant dans toute cette histoire, c'est que notre cerveau, il n'a pas eu de mise à jour en presque 40 000 ans. Donc, il est resté avec ses biais de la même manière comme l'homme primitif qui devait protéger sa vie. Et on va voir que ça a aujourd'hui peut-être des fois des répercussions sur notre prise de décision qui est contre-productive parce qu'on peut voir du danger ou quelque chose de négatif là où ce n'est pas forcément le cas. Alors, juste vous montrer, là aussi, donc deux systèmes, deux logiciels sont installés chez nous. Notre machine, elle est équipée de deux logiciels. Un premier, c'est le système de survie.
hein, donc celui qui va faire en sorte de préserver notre vie. Et puis le deuxième logiciel, si vous voulez, c'est la fonction cognitive qui, on va voir, a d'autres caractéristiques que le système de survie. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas un cours de biologie, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la différence entre ces deux systèmes et ensuite pour nous, comment faire pour ne pas toujours tomber dans la réaction première de notre système de survie. Donc, vous voyez, le système de survie est très rapide. Il se met vraiment en une fraction de seconde, il est activé. Hein, c'est tout notre monde des réflexes et des choses instinctives rapides. Alors que la fonction cognitive, elle est plus lente. Ça prend jusqu'à une seconde pour se mettre en route. Quels sont les signaux? Quel est le langage en fait de ces deux logiciels? En informatique, on a des langages spécifiques. Dans nos logiciels du cerveau, le langage, les signaux du système de survie sont des sensations corporelles. C'est les battements du cœur, c'est la transpiration, c'est la chair de poule, etc. C'est quelque chose de diffus dans notre corps réellement. Alors que le langage de la fonction cognitive, c'est quoi? C'est des mots, c'est des arguments, c'est quelque chose de l'ordre du rationnel et du réfléchi. La source, c'est quoi? C'est dans le système de survie, ce sont des expériences émotionnelles qu'on collecte tout au long de notre vie. C'est ce qui construit ensuite notre subconscient. On a vu la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, qu'il faut faire confiance à ça. C'est justement notre système de survie. Et tout au long de notre vie, on va collecter ces expériences émotionnelles et notre corps va s'en souvenir, même si notre fonction cognitive, donc notre deuxième logiciel, n'en est pas à connaissance. Et puis, la fonction cognitive, la source, c'est quoi? C'est les connaissances apprises, tout ce qui est appris consciemment, hein, voilà, à travers tous les éléments et les activités d'apprentissage qu'on a tout au long de notre vie. Le stockage, ce qui est très très intéressant dans le système de survie, le stockage de ces informations, si vous voulez, il est en parallèle. J'ai pas besoin certainement de vous l'illustrer, mais par exemple, on peut en parallèle stocker une émotion, une odeur, un événement, quelque chose. Donc, c'est ce qui fait que la Madeleine de Proust, on sent une odeur et puis voilà, ça nous rappelle toute une série de choses et on a cette mémoire-là. Donc, c'est en parallèle qu'on peut stocker les informations. Alors que notre fonction cognitive, elle a besoin de quelque chose de linéaire. 1, ensuite il y a 2, ensuite il y a 3. Ça ne peut pas se passer en parallèle. Et puis, quel est le besoin derrière? Le système de survie, c'est le plaisir, la survie évidemment, hein, c'est une évidence, mais c'est aussi faire ce qui est plaisant. Donc, on va éviter tout ce qui est dangereux, déplaisant, on va toujours aller vers le plaisir. Ce qui fait que ça explique aussi pourquoi notre système de survie nous avance vers les chips plutôt que vers le céleri cru pour la plupart d'entre nous. Donc, effectivement, c'est ce côté survie, ça va nous chercher ce qui fait plaisir et qui a une récompense immédiate. Alors que la fonction cognitive, il y a plus de discipline, de contrôle et le besoin là derrière, c'est de faire ce qui est juste. Hein. Oui, mais ça fait pas de sens, par exemple. Quand on dit ça, c'est clairement notre fonction cognitive qui prend le dessus. Donc, c'est le logiciel plus lent, mais plus analytique qui entre en jeu. Alors, le cerveau, c'est ce traître de bijoux. Pourquoi? Ces deux mécanismes expliquent pourquoi vous êtes capable de lire ce texte. La majorité des personnes peuvent lire ce texte malgré le fait que ce qu'on voit là n'est pas ce qui est ce qu'on comprend, d'accord? Donc là, vous avez quelque chose qui est écrit qui semble incompréhensible et en fait, on est tous capables de lire cette phrase. C'est parce que notre cerveau a intégré un certain nombre de choses, on a fait des apprentissages et puis notre système rapide est capable de reconnaître sans avoir besoin d'aller analyser plus loin. Pourquoi je dis que c'est traître? Parce qu'à un moment donné, il va interpréter des choses sans forcément avoir complètement saisi quelle est la situation. Il va lire et faire des conclusions, prendre des décisions sans avoir forcément compris exactement tout ce qu'il y a, mais simplement par association rapide, émotionnelle avec une situation. Donc, c'est un bijou en même temps, ça nous permet de
de traiter une quantité d'informations énorme très rapidement. Rappelez-vous l'exemple de la semaine dernière pour ceux qui étaient donc du coureur de Formule 1 qui a réussi à éviter un accident parce que voilà, son instinct a pris le dessus parce qu'il a intégré un certain nombre d'informations tellement rapidement que sa fonction cognitive n'avait même pas encore eu le temps de se mettre en mouvement. Mais le revers de la médaille, c'est que il faut, des fois, on va prendre ce même genre de décision basée sur quelque chose d'instinctif ou quelque chose qui déclenche notre système de survie, alors que nous ne sommes pas forcément dans une situation qui demande de la survie. Et c'est dans ces cas de figure qu'il est intéressant de déjouer un petit peu ce biais de la négativité. Donc le déjouer, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'éliminer. C'est un biais qui est là, c'est comme une fonction. On veut déjouer la chose, on veut faire en sorte que même s'il se met en route très rapidement, nous, on soit capable de l'arrêter et d'analyser, de laisser le temps, si vous voulez, à votre logiciel 2, donc à la fonction cognitive, de se mettre en route et puis d'analyser les situations. C'est très utile et très nécessaire de déjouer ce biais, surtout dans des situations pesantes, lourdes, où on peut être très vite pris par des symptômes d'anxiété, de peur, qui nous bloquent ensuite pour tout ce qu'on a envie de mettre en place. Plus la peur est élevée, plus on va avoir de la difficulté à mettre en route notre cerveau donc cognitif, d'où l'intérêt de pouvoir ralentir et puis de trouver des solutions pour pouvoir laisser le temps à notre cerveau de démarrer aussi le deuxième logiciel. Donc, je vais vous présenter trois outils. C'est pas exhaustif ni c'est un choix personnel. Je trouve que ce sont trois outils que personnellement j'utilise vraiment énormément et que je vous conseille d'appréhender un petit peu, de rechercher plus loin pour voir comment vous les appliquer aussi pour vous et qui sont utiles. Le premier, c'est le cercle d'influence. On viendra dessus dans quelques secondes. Le deuxième, c'est un, comment on appelle ça en français, quand plusieurs lettres, donc c'est SECRA, vous allez voir, un acronyme pour une méthode pour déjouer un peu notre cerveau. Et puis la troisième méthode, donc nourrir ses besoins, c'est un modèle aussi basé sur les neurosciences, le modèle SCARF que je vous présenterai, et puis qu'on doit nourrir pour pouvoir de nouveau donner le temps à notre cerveau d'arriver dans l'aspect plus cognitif. Alors, là, vous voyez une fusée qui part, simplement pour vous illustrer ce qui se passe. Il y a un stimulus, c'est quelque chose se passe, un événement, un client, un usager vous crie dessus au téléphone, quelque chose, un client annule une commande, un fournisseur ne livre pas ce qu'il devrait livrer, etc., etc. Vous voyez il y a un commentaire négatif dans le taux de satisfaction de votre formation, c'est le stimulus que vous avez. Et notre système rapide qui se met en route très très rapidement, donc notre système de survie, hop, il va produire une réaction. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rapide, extrêmement rapide. Ce que je vous propose ici, les méthodes que je vous propose sont des méthodes qui vous permettent de rajouter une étape entre ce stimulus-réponse et de rajouter la possibilité d'avoir un choix. Ça ne veut pas dire que vous réagissez toujours de la même manière. Simplement, pour avoir un choix de la réaction, pour pouvoir choisir sa réaction et pas être victime de notre système réactif et de survie, voilà, il faut se laisser le temps, il faut une étape entre ce stimulus et la réaction. Et c'est bien ces trois méthodes que je vous propose pour pouvoir ralentir un peu et puis reprendre le souffle pour pouvoir réfléchir à ce qui est en train de se passer. Donc le premier, je vous ai parlé du cercle d'influence. Je suis certaine que c'est quelque chose que vous avez déjà vu énormément. Et en même temps, je vois peu de monde l'appliquer quand je suis face à des participants, à des managers même. Qu'est-ce que veut dire ce cercle d'influence? Vous voyez le cercle de préoccupation, donc le grand cercle, il implique, là-dedans, il y a tout, il y a nos vies, d'accord? Il y a tout ce qui nous concerne est dans ce cercle de préoccupation ou des préoccupations, si vous voulez. Il y a
tous les aspects d'environnement, notre santé, notre famille, l'économie, la politique, la météo. Pourquoi je vous en parle? Parce que en tant que Tessinoise qui arrive, je suis installée dans le canton de Genève depuis 20 ans, mais quand je suis arrivée il y a plus de 20 ans, la météo, c'est quelque chose qui m'a affectée quand on vient de la belle ville de Lugano. Donc ça, c'est tout ce qui nous concerne. Maintenant, à l'intérieur de ce cercle-là, de ce cercle de préoccupation, il y a un deuxième cercle plus petit pour tout le monde, il est plus petit pour tout le monde, qui est le cercle d'influence. Et là-dedans, c'est là où nous avons, nous, notre possibilité d'agir. C'est-à-dire, je prends la météo, et vous pardonnerez l'exemple peut-être anodin, mais la météo, moi ni vous, nous sommes capables de l'influencer. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir, je n'ai pas d'influence sur quel temps il va faire demain, après-demain, ce week-end ou lundi pour la reprise d'école pour les enfants, par exemple. Donc, la météo, je peux pas, ça fait partie de mon sac de préoccupation. Par contre, ce que je peux influencer sur la météo, donc par rapport à ce sujet météo, c'est le choix des activités, le choix du moyen de transport et même, je sais que parfois c'est difficile, mais même je peux choisir mon attitude face à la météo. Je peux choisir de m'en plaindre, et mes co-genevois sont de grands champions dans le monde de la plainte, hein, de ce côté-là. Voilà, on peut choisir ça, ou on peut choisir de se dire, oui, il pleut, il y a du brouillard, mais bon, voilà, je vais porter mon attention sur autre chose que ça. Pourquoi je vous montre ceci en relation avec notre thème de la prise de décision? Le cercle de préoccupation, ce qui est dans cette bande rouge, si on se concentre là-dessus, hein, c'est le stimulus dont je vous parlais tout à l'heure, l'environnement, le réchauffement, la santé, la crise du Covid, hein, l'économie, le chômage qui monte, vous vous rendez compte que très vite, ça va actionner notre logiciel 1. Hein. Très très vite, vous allez être dans des préoccupations de survie, même si c'est pas directement de la survie, hein, c'est pas physiquement en danger, mais ça peut très vite nous mettre dans un état d'anxiété. Et il est extrêmement important, et les études ont montré, je vous ai mis la source, donc Stephen Covey en a parlé, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il le décrit très longuement dans son ouvrage. Les personnes qui restent dans ce cercle de préoccupation sont très vite, elles sont déjà réactives, pas du tout, donc ça nous tombe dessus, on doit agir, et du coup, système de survie qui se met en route, et puis extrêmement anxieux, extrêmement aussi on subit ce qui se passe plutôt que de pouvoir être acteur. Alors que si vous vous concentrez sur des éléments qui sont dans votre cercle d'influence, c'est-à-dire par rapport à l'économie, par rapport à la santé, par rapport à tous ces éléments, quels sont les éléments sur lesquels moi j'ai un contrôle, j'ai une influence plus ou moins grande, hein, donc selon les éléments, ça sera très peu ou très grand. Et là, ça a été démontré, plus on est capable de se concentrer sur ces éléments sur lesquels on a effectivement un pouvoir, plus notre système va être au calme, donc on sera moins dans cet état d'alerte, de peur, d'anxiété, et puis du coup, on peut laisser le temps à notre cerveau de se mettre en route et puis d'avoir une analyse sur la situation. Je n'ai pas choisi de vivre dans un monde où il y a, j'en sais rien, le Covid, je choisis comment je me comporte, quels sont les comportements que je vais suivre ou pas. Il y a des consignes, je peux choisir de les suivre jusqu'au bout, et là, j'ai le contrôle. Et plus je vais être dans ce contrôle de choses que moi je peux contrôler, plus ça va apaiser aussi mon système de survie, et du coup me permettre de prendre des décisions proactives et des décisions qui sont réfléchies et vous avez utilisé, ou nous avons utilisé notre partie cognitive, notre système, donc notre logiciel cognitif. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Pour l'avoir vécu personnellement, des situations très difficiles dans la vie de tout le monde, hein, on vit tous des moments difficiles, c'est extrêmement puissant de régulièrement, et ça demande un vrai effort, parce que vous avez vu, de manière systématique, nous allons déclencher notre système réactif, et de revenir là-dedans. Qu'est-ce que moi je peux faire de cette situation et de me concentrer là-dessus, d'amener l'attention de mon cerveau là-dessus, plutôt que sur tout ce que je ne peux pas contrôler. Vraiment, c'est quelque chose de très, très puissant
dans la gestion du quotidien, dans la prise de décision aussi, et puis dans le calme qu'on peut atteindre pour prendre des décisions justement sereinement. Le deuxième outil, SECRA, c'est un acronyme hein, que je vous propose. De nouveau, l'idée, c'est de ralentir le démarrage de la fusée que je vous ai montré. Quand quelque chose arrive qui peut mettre en route très très vite votre système de survie, donc vos alarmes, hein, tous les alarmes, vous voyez le tableau de bord qui clignote de tous les côtés, bah, la première chose à faire, c'est stop. Hein, s'arrêter, ne surtout pas réagir immédiatement. Par exemple, quand vous recevez un email qui est très désagréable, ne réagissez pas tout de suite. Vous êtes en système d'alerte, même si c'est juste quelque chose de désagréable. Quand on vous demande de faire quelque chose autrement et que vous n'êtes pas d'accord, stop, arrêtez-vous. Deuxième chose à faire, c'est expirer. Pourquoi ça? De nouveau, c'est biologique, hein. On est des machines formidables. Au moment où vous avez quelque chose, un événement inattendu ou quelque chose d'agressif ou quelque chose de pas prévu, pas sympa, ça nous arrivera pas si on gagne au loto. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin. Mais pour les aspects plutôt négatifs, les choses difficiles, hein, et on en vit pas mal dans cet environnement en ce moment, expirer, ça fait quoi? Ça fait détendre votre corps. Au moment où l'événement arrive, on se tend, on fait vous inspirez, vous bloquez la respiration pour voir qu'est-ce que vous devez faire. Et si vous expirez, si vous permettez vraiment de expirer lentement, ça va déjà calmer un certain nombre des systèmes d'alarme que vous avez. Ensuite, c'est prendre conscience de ce qui se passe réellement. Donc, vraiment aller voir qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'elle a dit vraiment la personne, d'où ça vient, de vraiment essayer de laisser le temps à son cerveau d'appréhender la situation. Ensuite, réfléchir, ok, par rapport à la situation que je viens de vivre, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, seulement, en dernier, apporter une réponse. Voyez, entre le stimulus initial et la réponse, nous mettons de manière artificielle, notre cerveau ne va pas le faire de manière normale et automatique, c'est nous, de manière artificielle, nous devons mettre en place des étapes si on veut ralentir ce mécanisme de action-réaction qui est automatique de notre cerveau. Et le troisième outil, et puis après je passerai à quelques questions si vous en avez. Le dernier outil, ça vient des neurosciences, hein, un journal de neuroleadership dans lequel ils ont publié un très très bel article là-dessus, qui décrit 5 besoins que notre cerveau a, que nous avons tous. Après, chacun est différent, donc l'un ou l'autre aura plus d'impact sur nous, mais 5 besoins que nous avons besoin de nourrir. Quand ils ne sont pas nourris, notre système, il part en système d'alerte, en système survie et en système danger. Donc, c'est important de pouvoir nourrir ces 5 besoins. Le premier, c'est quoi? C'est le statut, c'est de se sentir important, de se sentir qu'on compte. Qu'on est important, pas important dans le sens qu'on a du grade, hein, c'est pas ça, mais si vous avez des enfants, vous l'avez déjà vu, les enfants ont besoin de savoir qu'ils sont le petit préféré, ils demandent je suis ton préféré, ou donc on a ce besoin de se sentir important. On a un besoin de certitude. Celui-là, il est assez mis à mal en ce moment avec toutes les incertitudes que nous vivons, mais notre cerveau a besoin de certitude. Il a besoin de certitude pour être au calme. Autonomie, il a besoin de se sentir libre de décider. Et ça, c'est extrêmement important. Quand le cerveau est contraint, il oppose une très grande résistance à tout, à l'apprentissage, à l'obéissance, tout ce que vous voulez. Il va automatiquement, pour une grande partie d'entre nous, réagir de manière résistante. Donc l'autonomie, c'est important. Les relations, on a besoin, notre cerveau, on a besoin, nous sommes des animaux sociaux, et on a besoin de ces aspects-là, donc de l'amitié et tout ça. Et puis le dernier point, j'ai pas trouvé un mot qui vient en F en français, fairness, c'est l'aspect de l'équité. Notre cerveau, il réagit extrêmement mal à l'inéquité, donc il va à la recherche de ça. Je vous mets quelques points qui peuvent aider pour nourrir ces 5 besoins. C'est extrêmement important parce que du moment où ils sont pas nourris ou pas nourris du tout, le système d'alarme va se mettre en route. Donc pour le statut, se donner de la valeur, tous les cours que vous avez pu suivre sur l'estime de soi et la confiance en soi, se donner de la valeur et aussi recevoir de la reconnaissance. Donc vous savez quoi?
allez à la pêche des compliments, allez encourager les gens à dire aussi ce qu'ils aiment chez vous et pourquoi vous êtes important pour eux, par exemple. C'est quelque chose qui va nourrir ce besoin et qui peut être extrêmement intéressant. La certitude, si elle vient pas de l'extérieur, ce qui est le cas en ce moment, il faut quand même en donner à son cerveau. Et c'est ce qu'on fait avec des enfants. Vous savez, on leur structure les journées, la routine. Si on vous l'a dit, on m'a assez bassiné là-dessus. La routine, la structure pour les enfants est extrêmement important parce que ça rassure. Eh bien, nous, adultes, on n'est pas différents. Notre cerveau, c'est pareil. Donc, faites-vous des plans, structurez vos activités, donnez-vous des éléments de certitude. Vous savez que ça, vous allez le faire. Je le lis avec mon premier outil, donc le cercle d'influence, évidemment, sur les choses sur lesquelles vous avez un impact. L'autonomie, là j'ai une petite erreur que j'ai fait, donc j'ai fait un copier-coller. L'autonomie, c'est prenez des décisions, prenez l'initiative de prendre des décisions. Mes excuses pour ce couac, mais effectivement l'autonomie, prenez-vous les initiatives, ça va donner à votre cerveau ce besoin-là. Les relations, soignez vos contacts, que ce soit de la famille, même en ces temps compliqués, extrêmement importants. Je sais que vous l'avez déjà entendu, donc je passe rapidement. Et puis, par rapport à l'équité, il y a plein d'éléments qui peuvent paraître injustes aujourd'hui et dans toute situation. Donc là, ce qui aide beaucoup, on le fait nous. Hein, quand ça vient de l'externe, c'est différent. Hein, quand je forme des cadres, je vais leur dire autre chose. Mais quand on le fait pour soi-même, c'est vraiment mettre en perspective, se donner des critères à soi-même de pourquoi les choses se passent. Et puis ça met en perspective justement ça. Et du coup, notre besoin d'équité, il va être apaisé de ce côté-là. Voilà, ça c'était les 3 outils que je voulais vous montrer. Et la dernière chose que je vous conseille de visiter, l'université de Harvard aux États-Unis travaille énormément sur tout ça, sur les biais inconscients, les biais cognitifs. Vous avez peut-être déjà vu ça ailleurs. Et ils ont développé un site. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas une belle traduction, mais c'est vraiment déjouer le cerveau humain. C'est le titre de Outsmarting Human Minds, qui est disponible, ouvert à tout le monde, et dans lequel vous allez trouver des choses à voir, des podcasts, des lectures, même des tests à faire par rapport à tous ces éléments qui sont caractéristiques de ce magnifique outil qui est notre cerveau et qui vous permettent aussi des fois de le déjouer parce qu'il est utile dans tout plein de situations, mais il peut aussi être compliqué dans les situations anxiogènes, justement, où on va se faire prendre par ce système de survie. Voilà. Moi, je vous remercie pour votre attention.